Il pensait que sa peine était la prison à vie. Mais ce que Rick Harrison a reçu, c'est une mort froide et solitaire sur le sol en ciment froid d'une cellule de prison. Celui qui était autrefois un visage familier de la télé-réalité avec l'émission Open Star vient d'être retrouvé battu à mort dans sa cellule de prison, quelques semaines seulement après avoir été condamné à la prison à vie pour avoir mené une sombre vie parallèle, impliqué dans le blanchiment d'argent et le trafic d'êtres humains. Mais ce n'est pas qu'un cas. Les images de surveillance ont montré que la porte de la cellule s'était soudainement déverrouillée et que des preuves importantes avaient disparu. Dans cette enquête révolutionnaire, nous retracerons les dernières heures terrifiantes de Rick Harrison, découvrirons les secrets qu'il cachait autrefois et poserons la question que personne au pouvoir ne veut entendre, qui voulait qu'il soit réduit au silence? Et pourquoi? Cette nuit-là, la zone de la prison était plongée dans un silence inhabituel. Il n'y avait plus de cliquetis de chaînes de fer, plus de murmures menaçants, plus même le bruit des pas des gardiens de prison en patrouille. Un silence épais et oppressant, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Puis ça s'est cassé. Le bruit de la chair écrasée contre les os retentit. Un objet lourd tombe au sol. Les bruits des coups étaient continus et étouffés, comme pour tenter de cacher la barbarie dans un espace clos. Son nom résonnait dans le couloir, un nom qui dépassait bien ces murs froids, Rick Harrison. L'homme qui se tenait autrefois sous les lumières fluorescentes d'un prêteur sur gage, riant et parlant alors qu'il négociait la vente d'une arme ancienne ou d'un objet de la guerre civile, repose désormais immobile sur le béton taché de sang, le crâne ouvert. Quand les gardes sont arrivés, il était trop tard. La caméra du couloir avait étrangement cessé de fonctionner exactement 15 minutes auparavant. Les deux prisonniers dans la pièce voisine ont affirmé qu'ils dormaient. Mais ce n'était pas une bagarre en prison. Ce n'est pas une violence aléatoire. C'est l'exécution. Le corps de Rick Harrison a été battu sans pitié où les blessures indiquaient qu'il ne s'agissait pas de l'acte d'une seule personne, mais d'un message. Un avertissement écrit avec du fer et du sang, pour l'homme qui se tenait autrefois derrière une couverture télévisée mais qui dirigeait un système plus sombre que n'importe quel scénario télévisé jamais écrit. Avant de devenir criminel, avant ses aveux, avant que les larmes ne coulent dans la salle d'audience, Rick Harrison était un nom adoré par des millions d'Américains. Symbole de diligence, un homme d'affaires américain, un homme plein d'humour raconte des histoires historiques tout en lançant des pièces de monnaie anciennes et en réalisant des bénéfices à chaque transaction. Mais derrière ce sourire, derrière le soleil rouge vif de Las Vegas, se cache un réseau sombre dont si le public n'en connaissait qu'une petite partie, il ne mettrait plus jamais les pieds dans son prêteur sur gage. Des rumeurs ont commencé à émerger, des employés démissionnaient brutalement, des transactions louches, des jeunes filles entraient et sortaient par la porte arrière du magasin. Transfert d'argent mystérieux, compte à l'étranger, personnes disparues, ils ont tous quelque chose en commun, Gold et Silver Pawn Shop. Personne n'a fait le lien jusqu'à ce qu'un jeune agent du FBI à Las Vegas découvre un dossier enfoui dans une pile de vieux rapports. L'affaire est partie de là, une enquête dont personne ne s'attendait à ce qu'elle aille aussi loin. Et une fois la poussière retombée, Rick Harrison a été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, pour des accusations si graves que même les autres prisonniers, ceux qui avaient commis des crimes graves, ont refusé de se tenir à ses côtés. En prison, il y a des crimes qui ne nécessitent pas une condamnation à mort. Cet environnement lui-même déterminera qui mérite de vivre. Rick n'est pas un homme chanceux. Mais quel crime a-t-il commis? Pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour le mettre en lumière? Et qui a garanti que Rick ne quitterait jamais cette prison vivant? Ce n'est peut-être pas seulement le verdict. C'est à ce moment-là que Rick Harrison s'est rendu compte que l'image dont il s'était occupé était irrémédiablement brisée. La juge qui préside, Madame Lilia Mandé, est connue pour être juste et intransigeante. Alors qu'elle s'apprêtait à annoncer le verdict, toute la salle retenait son souffle. Les journalistes ont levé leurs stylos, prêts. Le peintre de la cour dessina à la hâte. Les proches des victimes se penchent en avant, les yeux remplis d'espoir et de douleur. Le silence semblait aussi fragile que du verre, attendant juste qu'un mot se brise. Et puis elle a parlé. Monsieur Rick Harrison, vous avez été reconnu coupable de plusieurs chefs d'accusation, blanchiment d'argent, complot en vue de trafic d'êtres humains et facilitation de transactions illégales à des fins d'exploitation. Le jury a tranché. Les preuves sont accablantes. Vos actions ont causé un préjudice irréparable aux personnes les plus vulnérables, dont beaucoup sont toujours portées disparues. Rick regarda droit devant lui. Ne baissez pas la tête, ne montrez pas d'émotion. Immobile comme une ombre. Il avait toutes les occasions d'utiliser sa renommée pour de bon. Au lieu de cela,
il l'a utilisé comme couverture pour dissimuler des activités criminelles, un réseau de trafic d'êtres humains camouflé par les projecteurs. Il s'est entouré de silence, de peur et de complicité. Pour ces raisons, le tribunal l'a condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le verdict a retenti comme un marteau frappant une pierre froide. Quelques personnes derrière se sont levées. Une femme fondit en larmes. Une autre personne laissa échapper un son tremblant indescriptible. Pour ceux qui ont suivi l'affaire, la condamnation à perpétuité n'a pas été une surprise. Mais quand je l'entends parler à haute voix, clairement, définitivement, cela devient réel, permanent. Rick n'a pas réagi. Même lorsque la police judiciaire s'est avancée pour l'escorter, il n'a pas regardé en arrière. Mais si l'on y prête bien attention, on constate que ses épaules sont légèrement affaissées. Les lèvres s'entr'ouvrirent comme pour dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. La liberté ou une vie autrefois vécue selon vos propres conditions a été remplacée par des barres de fer et des sols carrelés froids. À l'extérieur du tribunal, les médias tournaient comme des vautours autour de la carcasse fraîche. Microphone pointé vers le visage de la personne. Les journalistes ont crié des questions. Banderole brandie, justice pour les victimes anonymes. Des photos de jeunes femmes, d'enfants disparus et de familles brisées sont apparues parmi la foule. Shelley est absente. Corey Harrison a été aperçu en train de quitter la sortie latérale, les yeux cachés derrière des lunettes noires, accompagné de deux inconnus. Il n'a rien dit. Mais ce silence dit beaucoup de choses. À l'intérieur, le ministère public a tenu une conférence de presse. La procureure en chef Angela Kent s'est approchée, sa voix décisive et tranchante. Justice a été rendue. Rick Harrison n'est pas seulement un prêteur sur gage ou une star de la télévision. Il est l'architecte d'un réseau d'exploitation qui a duré des années et détruit des dizaines de vies. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un malentendu. C'était intentionnel. C'était un crime. Et maintenant, les conséquences. Plus de 24 millions de dollars sont passés par les comptes de Rick sans explication. Les caméras de surveillance des prêteurs sur gage ont enregistré des images de femmes emmenées dans l'entrée arrière puis disparaissant pendant des heures, voire des jours. Certaines victimes ont témoigné, d'autres ont envoyé des enregistrements vidéo pour des raisons de sécurité. Ils ont raconté des histoires similaires, des emplois promis, une protection puis enfermée, piégée. Une jeune fille utilisant le pseudonyme de Maria a rendu toute la salle d'audience silencieuse. Elle a dit qu'à l'âge de 17 ans, elle avait rencontré Rick au magasin. Elle pensait venir pour un entretien d'embauche. Au lieu de cela, elle a été enfermée pendant 3 jours dans une pièce sans fenêtre. Sa voix se brisa lorsqu'elle dit « Il a dit que personne ne me croirait. Tout le monde l'aime trop. » Quelques jours avant le procès, des personnalités célèbres qui avaient défendu Rick ont commencé à se retirer. Les sociétés de médias coupent leurs contrats. D'anciens amis ont fait des déclarations significatives, essayant de se distancier du scandale. Mais rien ne peut changer le résultat obtenu. Le procès n'a pas seulement mis fin à la vie libre de Rick. Cela met fin à l'illusion selon laquelle popularité serait synonyme de moralité. Qu'une personne peut être drôle, sympathique et en même temps commettre les crimes les plus odieux. Et puis il y a eu un moment qui n'a jamais fait la une des journaux. Avant d'être emmené, Rick s'est penché et a dit quelque chose à l'oreille de son avocat. L'avocat s'arrêta brusquement, un moment de surprise, puis de peur. Interrogé plus tard, il a refusé de révéler « Cela ne fait pas partie du procès. C'est personnel. Et je l'emporterai dans ma tombe. » À partir de ce jour, Rick Harrison n'était plus qu'un nom dans le système carcéral, un lieu rempli d'hommes brisés et de sombres secrets. Mais il n'était pas comme eux ou du moins aux yeux des autres. Il est entré avec une cible sur le dos. Une personne célèbre. Quelqu'un qui a fait quelque chose d'impardonnable. Plusieurs fois, Rick a été placé en isolement pour des raisons de sécurité. Mais surpopulation carcérale, coupe budgétaire, manque de personnel, quelle qu'en soit la raison, il a finalement été transféré dans la zone carcérale ordinaire. Cette décision l'a finalement tué. Même s'il n'y a jamais eu de documents officiels, tout le monde dans la prison suivait un ensemble de règles non écrites. Ici, les crimes contre les femmes et les enfants ne peuvent être tolérés. Rick n'est plus le propriétaire d'un prêteur sur gage sarcastique ou le père sarcastique d'une série de télé-réalités. Pour ces hommes derrière les barreaux, Rick Harrison n'est qu'un prédateur, un escroc qui a bâti un empire sur la douleur des autres. En prison, la vérité n'est pas aussi importante que la perception.
Et à partir du moment où Rick est sorti du véhicule de transport des prisonniers, l'atmosphère a changé. Même s'il faisait encore froid tôt le matin, son visage montrait toujours de la panique. Ses cheveux familiers de style Bosquet étaient en désordre. Son visage était sombre à cause de l'insomnie et du regret. Les gardiens lui ont remis une boîte en plastique contenant des vêtements de prison, une brosse à dents, un pain de savon, un rouleau de papier toilette et une fine serviette effilochée qui paraissait plus vieille que lui. Alors qu'il se changeait dans la salle de réception, Rick a demandé doucement à l'officier qui se tenait à côté de lui, « Allez-vous me laisser entrer dans la zone de quarantaine ?» Cette personne n'a pas répondu. Restez simplement silencieux, donnez-lui une fine feuille de règle, puis montrez le couloir éclairé par des lumières fluorescentes. Sans privilège. Il n'existe pas de cellules séparées pour les prisonniers célèbres. Rick a été emmené directement dans la zone D, à un endroit connu sous le nom de « trou de verre ». Non pas à cause de la conception, mais parce qu'une fois qu'on tombe dedans, il est très difficile d'en sortir vivant. Le voyage jusqu'à la première cellule fut le chemin le plus long que Rick ait jamais connu. Les prisonniers se tenaient le long du couloir, observant silencieusement. Quelqu'un s'appuya contre les barreaux, quelqu'un s'assit sur le lit, murmurant des mots que Rick ne pouvait pas entendre clairement mais certainement pas amicaux. Il passa devant une cabine avec les mots griffonnés dans du dentifrice, « Les morts ne parlent pas ». C'est à ce moment-là qu'on dit que les yeux de Rick ont changé pour la première fois. La confiance disparaît. Posture rétractée. Une partie de lui est morte sur le coup. La cellule était une boîte de ciment vide avec un lit en fer, un matelas mince et des toilettes ouvertes. Le premier détenu était un vieil homme condamné à 30 ans de prison pour extorsion et qui refusait de parler. Cette nuit-là, Rick a essayé d'entamer une conversation en lui demandant d'où il venait. L'autre personne s'est simplement levée, s'est dirigée vers les bars et a dit à haute voix « Je ne parle pas aux pédophiles ». À partir de cette nuit, Rick a commencé à perdre le sommeil. Le lendemain matin, Rick fait une erreur. Il s'est assis sur un banc dans la cour mais ne savait pas que ce banc appartenait à quelqu'un d'autre. Un jeune prisonnier s'est approché, a regardé droit dans les yeux et a dit « Tu ferais mieux de te lever, avant que tes journées à la télévision ne se transforment en longues nuits aux soins intensifs. » Rick ne répondit pas, se leva simplement doucement. L'avertissement était clair. Il était chargé de faire la lessive, plier les uniformes et laver les draps. Un prisonnier a accidentellement versé de l'eau de javel sur la main de Rick. La brûlure n'était pas grave, mais lui causait de la douleur à chaque fois qu'il touchait un objet. Au déjeuner ce jour-là, Rick a mangé seul. Un groupe de prisonniers passait par là, proférant des insultes. Quelqu'un a imité sa voix. Un autre ricana, « Combien coûte cette cuisse de poulet, prêteur sur gage ?» Une personne a secrètement placé un vieux reçu de prêteur sur gage sous le plateau repas de Rick, griffonné en lettres rouges, « Votre âme ne vaut rien. » Le psychiatre de la prison demande à voir Rick. Le rapport montre qu'il était silencieux, ses yeux étaient ternes et ses mains tremblaient. Lorsqu'on lui a demandé s'il se sentait en sécurité, Rick a hésité un instant puis a murmuré « Non, pas ici. » Mais il n'y a plus de place dans la prison. La zone de quarantaine est surchargée. La demande de transfert n'a pas encore été approuvée. Mais avec la popularité de Rick, personne ne veut l'accepter. Il était coincé. Mardi soir, Rick a eu sa première chute. Un détenu l'a bousculé près des toilettes. Un plateau de riz est tombé. Des mots ont été échangés. Soudain, les poings s'envolèrent. Rick a été poussé violemment contre le mur, sa tête heurtant la brique. Lorsque les soldats sont intervenus, ses yeux étaient enflés et violets et il avait des vertiges. Il n'y a aucune plainte. Rick a refusé de nommer l'agresseur. Le psychiatre constate, l'anxiété augmente, des hallucinations apparaissent. Rick marmonne dans la nuit, répétant des phrases dénuées de sens. Il se recroquevilla dans le lit, se boucha les oreilles, murmura à propos de la lumière, du souffle qui sortait de la bouche d'aération. Il a dit que quelqu'un le suivait. Que la prison diffusait de l'audio pour le torturer. Personne ne savait s'il s'agissait de paranoïa ou d'une dépression nerveuse. Mais une chose est claire, Rick Harrison s'effondre petit à petit. Et même si son esprit était en ébullition, il lui restait encore une lueur d'espoir, une demande de nouveau procès. Son avocat, même s'il souhaitait se retirer, a néanmoins déposé une demande de nouveau procès, invoquant des vices de procédure. Rick s'y accrochait comme à une bouée de sauvetage. S'il pouvait survivre encore quelques semaines, il pourrait être transféré dans un autre camp. Survivra probablement. Mais en prison, l'espoir est un luxe.
Et pour Rick, c'est aussi la dernière chose qui lui reste. Un détenu a déclaré, à la fin de la première semaine, il n'était plus Rick Harrison. Il n'était qu'une ombre attendant de mourir. Le système pénitentiaire prétend avoir tout fait pour protéger Rick. Mais la vérité est plus compliquée. Les gardes étaient distraits. Les prisonniers sont confus. L'appareil photo clignote au mauvais moment. Rick, avec toute son ancienne gloire, a été abandonné dans un endroit où la gloire était une condamnation à mort. Personne ne pensait que ceux qui avaient été manipulés par lui reviendraient le coincer. Mais ils l'ont fait. Rick croyait autrefois qu'il contrôlait le jeu. Même derrière les barreaux, il pensait toujours pouvoir renverser la situation. Mais la prison n'a pas de public. Il n'y a pas de scénario. Il n'y a que des règles pour ceux qui ont été blessés et qui sont désormais juges. Et samedi, Rick Harrison était complètement seul. La célébrité ne vous protège pas en prison, elle vous fait une cible dans le dos. Pour certains prisonniers, c'est une chance d'acquérir un statut, de marquer des points ou de se libérer de plusieurs années de ressentiment envers quelqu'un qui, selon eux, est en fuite depuis trop longtemps. Dans le cas de Rick, il y a quelque chose d'encore plus corrosif, la trahison. De nombreux prisonniers ont grandi en regardant Étoile du Pion. Certaines personnes se souviennent avoir vu Rick à la télévision dans la salle des épaves pendant son séjour en détention pour mineurs ou dans une maison de transition. Pour eux, il était un symbole de la culture américaine intelligente, compréhensible, voire adorable. Mais cette image a été brisée. Et pour beaucoup, la désillusion se transforme en colère. C'est un faux, a déclaré un prisonnier lors d'un entretien confidentiel. Vous grandissez en pensant que c'est juste un type qui se dispute à propos d'antiquité. Puis vous découvrez qu'il fait des choses dégueulasses dans les coulisses. Cela rend cela personnel. La colère n'est pas isolée. Cela s'est propagé dans toute la prison comme une traînée de poudre. Certains gangs considéraient la présence de Rick comme une insulte directe. Pour eux, il représentait les crimes même qu'ils avaient promis de ne pas tolérer, le trafic, l'exploitation, la trahison. Dès son deuxième jour en prison, le nom de Rick Harrison figurait sur la liste, une liste non officielle de personnes à cibler transmise entre prisonniers. Une fois là-haut, la survie devient une question de temps. Et le temps de Rick est compté. Son visage était si familier. Il ne peut pas passer au second plan. Même ses tatouages ou sa tête lancinante ne parvenaient pas à le déguiser. Chaque couloir qu'il traversait, chaque instant dans la cour, chaque tintement d'un plateau où les yeux le suivaient. Les menaces commencent subtilement. Note fourrée sous sa porte, vous êtes le prochain. Des cuillères claquaient contre les barreaux à son passage. Les prisonniers le suivaient dans la file d'attente pour la nourriture, se penchant trop près de lui. Je ne dormirai pas, pion. Certaines nuits, Rick se réveille au son de cliquetis rythmés et délibérés provenant de la cellule en face de lui. Ailleurs, ses toilettes ont été inondées, dans le cadre d'une ruse cruelle, le prisonnier tirait la chasse à plusieurs reprises pour que les eaux usées refluent dans sa cellule. Cela a été coordonné. C'est personnel. Il a porté plainte. Personne n'a répondu rapidement. Les autorités connaissent les risques, mais déplacer Rick signifie perturber l'équilibre changé de prisonniers, provoquant des troubles. Alors ils l'ont mis dans le bloc D. Un gang particulièrement redoutable, dont les noms ne sont pas prononcés à haute voix mais sont mentionnés uniquement par des symboles ou des gribouillis cryptés, aurait été mis à prix pour la tête de Rick. Ce n'était pas grand-chose, assez de cigarettes pour quelques semaines, mais ce n'était pas un problème. Cette action n'est pas une question d'argent. C'est une question de statut. Vous êtes Rick Harrison. Vous avez un nom à l'intérieur. Les gardes interceptent un message décrivant la disposition de la cellule de Rick. Un autre prisonnier a été pris en flagrant délit d'élaboration du calendrier de rotation des gardiens. La surveillance des angles morts a été chronométrée et les habitudes analysées. La planification n'est plus hypothétique. Rick demande la quarantaine. Il a été rejeté. Il a demandé un transfert. Rejeté à nouveau. Division administrative. Ils ont déclaré qu'il n'y avait aucune violation pour justifier cela. Il y avait des rumeurs, jamais confirmées, selon lesquelles Rick aurait tenté d'acheter une protection. Qu'il a donné de l'argent à l'étranger à un groupe de prisonniers en échange de sécurité. Mais en prison, protéger Chester est un crime. Aucune somme d'argent ne peut remplacer le code. Les gardes ont remarqué le changement. Rick a rompu le contact visuel. Il saute la douche. Ne mangez que lorsque la salle de séjour est vide.
Il est resté complètement à l'écart du domaine du divertissement. La nuit, il est resté raide dans son lit, murmurant des noms que personne ne reconnaissait. Il clarifie. Et tout le monde sait pourquoi. Dans ce monde où les hommes sont privés de tout contrôle, le pouvoir devient la seule monnaie d'échange, le pouvoir de briser les autres. Eric, malgré toute sa renommée, est devenu le symbole parfait de ce pouvoir. L'un de ces moments les plus effrayants a eu lieu dans la bibliothèque de la prison. Rick a demandé un livre d'histoire. Mais quand le livre est arrivé, ses pages étaient vides. À l'intérieur il n'y a qu'un seul mot, courir. Ce n'est pas une blague. C'est un avertissement. La peur de Rick est devenue une odeur. Votre inquiétude, un signal. Et plus il essayait de devenir invisible, plus il devenait visible. Les gardes ont admis plus tard qu'ils avaient accru la surveillance pendant les derniers jours de Rick. Mais il était alors trop tard. Ce qui s'est passé n'était pas spontané. Cela a été calculé. Sanctionné par code. Fait avec une précision cérémonielle. Un jour, dans la cour, il avait encore l'air plein d'espoir, se souvient plus tard un prisonnier. Le lendemain, il avait l'air mort. Ils le lui ont donné 7 jours de plus que ce qu'il aurait dû avoir, a ajouté un autre prisonnier. Cette dernière nuit a commencé comme n'importe quelle autre nuit. Vers 21h, les lumières se sont éteintes. Bing gémit. Les murmures résonnaient. Les gardes se promenaient, regardant par les portes avec des yeux indifférents. Mais dans DB Block, le bloc de Rick Harrison, quelque chose n'allait pas. De petits changements se sont produits toute la semaine. Les déplacements des détenus pendant les pauses repas sont plus stricts. Un chef de gang est subitement muté. Prisonnier nouvellement arrivé, silencieux, coordonné. Personne n'a donné d'avertissement. À 22h04, la caméra du couloir à l'extérieur de la cellule de Rick s'est arrêtée clairement, soudainement. Pas de scintillement, pas de problème. Il y avait juste un silence de mort sur le fil. Cela n'a pas continué pendant 27 minutes. L'équipe technologique de la prison l'appelle ainsi erreur à l'échelle du système. Cependant, aucune autre caméra du bâtiment n'a été endommagée. Rick est réveillé. Il n'a pas dormi depuis plusieurs jours. Les gardes l'ont remarqué faire les 100 pas, encore et encore. Mettez de temps en temps votre oreille contre la porte. À 22h11, le gardien affecté a commencé sa patrouille. Mais quelque chose le retardait. Cela aurait dû prendre 10 minutes, mais cela a pris plus de 25 minutes. Il s'est arrêté pour parler à d'autres policiers. Plus tard, sa mémoire fut s'évanouir. Il dit qu'il aurait pu le prendre quelques minutes, c'est trop long. À 22h15, 3 détenus sortent de la cellule. 2 personnes ayant des liens connus avec le gang ont marqué Rick Harrison. Leur objectif est très clair. Ils n'étaient pas censés sortir. Dans cette prison, les cellules sont verrouillées de l'extérieur ou une sécurité froide et mécanique qui empêche ceux qui se trouvent à l'intérieur de voir la liberté. Mais d'une manière ou d'une autre, la cellule de Rick Harrison est restée ouverte, sans protection, exposée. Les responsables ont ensuite imputé cela à un problème technique, une expression pratique souvent utilisée lorsque personne ne veut admettre la vérité. Mais personne n'y croit vraiment. Aucune voix n'a été entendue. Il n'y a pas de précipitation chaotique. Les 3 hommes se déplaçaient dans le couloir sombre avec un calme étrange, comme si chaque étape avait été pratiquée et répétée. L'un d'eux se tenait tranquillement au bout du couloir, observant les gardes à l'intersection principale. Il était le gardien, le receveur, comme l'appelaient les prisonniers. Une autre personne se dirigea vers la porte de Rick. La 3e personne portait ce qui ressemblait à un tube métallique étroitement enveloppé dans du tissu, pas un couteau ou une lame de fortune, mais quelque chose de plus lourd. Une arme utilisée non pas pour poignarder ou couper mais pour écraser et faire taire avec un minimum de bruit et une puissance destructrice maximale. La porte de la cellule de Rick est également déverrouillée. Un autre problème, ont indiqué les autorités. Un autre mensonge auquel la plupart des gens croient. Ce qui s'est passé ensuite a duré moins de 5 minutes, mais ces échos se sont propagés bien au-delà des murs de béton de cette installation. Un assaillant est entré tandis que les 2 autres montaient la garde. Il n'y avait pas de cris, pas d'alarme, juste des sons sourds et brutaux. Le bruit d'un poing ou d'un métal contre la chair, l'impact doux mais terrifiant d'un corps heurtant le sol. Selon le médecin légiste, le premier coup a été porté à l'arrière de la tête de Rick, destiné à l'étourdir et à le désorienter. Ensuite, cela devient systématique. Une raclée calculée.
Les côtes de Rick étaient cassées. Sa mâchoire était cassée à 2 endroits. Ses doigts étaient cassés et profondément meurtris, signe révélateur d'un homme qui a tenté en vain de se défendre dans ses dernières secondes. Mais c'est sans espoir. Vers 10h20, c'était fait. Rick Harrison s'est effondré près de la salle de bain, le sang coulant sous ses joues, dans les fissures du sol qui n'avaient jamais été correctement scellées. Un œil était enflé et fermé, la bouche était ouverte, les dents serrées et dentelées. Il respirait encore à peine. Et aussi discrètement qu'ils étaient arrivés, les assaillants ont disparu. Un témoin d'une cellule voisine a décrit plus tard avoir vu l'un des hommes marcher calmement dans le couloir, comme s'il venait juste de finir de plier le linge. L'alarme ne s'est déclenchée qu'à 22h31, lorsqu'un garde est revenu à son poste, s'est arrêté devant la porte ouverte de Rick et a trouvé une personne ensanglantée à l'intérieur. Même alors, la confusion a assombri la réponse. L'appel radio initial était vague, prisonnier à terre, arrestation possible. Ce n'est qu'à l'arrivée de l'équipe médicale que l'horreur est devenue apparente. Rick a été officiellement déclaré mort à 22h48, moins d'1 heure après le début de l'attaque. Le rapport d'autopsie indique que la cause du décès était un traumatisme contondant à la tête et au haut du corps, entraînant une hémorragie cérébrale massive et un arrêt cardiaque. Mais la brutalité raconte une histoire plus profonde, non pas une violence aléatoire mais une exécution froide et mise en scène. Ce n'est pas de la colère. C'est une répétition. La nouvelle de la mort de Rick Harrison s'est répandue rapidement. D'abord à l'intérieur de la prison, puis à travers le monde au-delà de ses portes en acier. Les gardes ont été retirés de leur service pour être interrogés. Des réunions d'urgence ont été convoquées. Un communiqué de presse préparé a été publié, bref et clinique, nous avons le regret de confirmer que le détenu Richard Harrison, numéro 4708221C, a été retrouvé inconscient dans sa cellule vers 22h31 et, malgré les mesures de sauvetage, a été déclaré mort à 22h48. L'affaire est en cours d'enquête. Mais cette déclaration n'a pas arrêté ce qui s'est passé ensuite. Véhicule des médias garés devant la prison à l'aube. Les caméras tournaient, les journalistes se rassemblaient, les questions criaient par-dessus la clôture. Des interviews sont demandées avec d'anciens membres de la distribution, avec des familles, avec des fans qui tentent toujours de comprendre comment un personnage de télévision bien aimé est devenu le centre d'un scandale national et maintenant d'un meurtre. Derrière la tempête médiatique se dessine quelque chose d'encore plus sinistre. Moins de 24 heures après la mort de Rick, un informateur anonyme a envoyé un email à 2 journalistes d'investigation. Le message est bref mais explosif, la mort de Rick n'est pas un accident. L'attaque était planifiée. Les gardes ont été soudoyés. Certains prisonniers ont été placés stratégiquement. La perte de la caméra était une mise en scène. Et le pire, c'est que ce n'est peut-être pas encore fini. L'informateur a également affirmé que Rick tenait un journal pendant sa captivité. Les cahiers étaient remplis de dates, de noms, de dossiers financiers et même de détails sur le chantage. Une sorte de police d'assurance, ou un aveu. Interrogé à ce sujet, la direction de la prison a tout nié. Il n'y a aucune preuve de corruption. Il n'y a aucun document manquant. Il n'y a aucune irrégularité dans le système de sécurité, ont-ils déclaré. Mais chaque réponse est nette, unifiée, évasive. Pendant ce temps, l'autopsie a révélé beaucoup de choses. Rick n'a pas seulement été tué. Il était silencieux. Les blessures étaient intentionnelles, infligées pour garantir la souffrance, mais pas le chaos. Ce n'était pas une explosion. C'est une chorégraphie. Et puis, rien. Il n'y a eu aucune arrestation. Les prisonniers présumés ont été transférés dans le calme. Aucune accusation n'a été déposée. Aucun employé n'a été licencié. Les gardes travaillant cette nuit-là ont été réaffectés mais non suspendus. Rick Harrison devient un autre nom dans la longue liste des décès de détenus faisant l'objet d'une enquête. Mais ce n'est pas seulement un prisonnier parmi d'autres. Il était célèbre. Il est devenu public. Et il a des secrets. Un mois plus tard, des fuites dans les registres des incidents en prison ont suscité de nouveaux avertissements. Il manque des entrées concernant la période de 45 minutes au cours de laquelle Rick est assassiné. Des modifications ont été apportées, rétroactivement. Le superviseur responsable n'a pas encore été nommé. Un ancien employé, qui a démissionné une semaine après le meurtre, a affirmé plus tard que la cellule de Rick avait été falsifiée avant l'attaque. Les objets personnels ont été retirés. Les photos, les papiers et un petit carnet autrefois caché derrière un tuyau lâche ont disparu.
Est-ce un journal? Si oui, que contient-il? Pourquoi quelqu'un tuerait-il pour empêcher qu'il soit lu? Nous ne le saurons peut-être jamais. La vérité est désormais enfouie sous des rapports expurgés, des vidéos supprimées et le silence de ceux qui ont trop peur pour s'exprimer. Ce que nous savons, c'est ceci: Rick Harrison est entré en prison un homme brisé. Il est mort non seulement à cause de ce qu'il avait fait, mais aussi à cause de ce qu'il savait. Et une fois le code de justice pénitentiaire appliqué, il n'y a plus d'appel. C'est juste inévitable. Et lors de cette nuit froide et sans lumière à l'intérieur du centre correctionnel de Clark State, l'inévitable s'est produit rapidement, sans pitié et dans un silence complet. À première vue, il semble que l'établissement ait suivi le protocole. Ils ont ouvert une enquête officielle sur la mort de Rick Harrison, déposé un rapport auprès du département des services correctionnels de l'État et créé une commission chargée d'examiner le cas. Mais derrière ces procédures officielles, quelque chose d'encore plus obscur se dessine. Le premier signal d'alarme est venu d'un lanceur d'alerte interne, un technicien de surveillance qui n'a parlé que sous le strict anonymat. Selon son récit, la caméra de sécurité surveillant le couloir du bloc DB n'a pas été endommagée en raison d'un dysfonctionnement comme indiqué. Au lieu de cela, il a été désactivé manuellement. Il a affirmé que quelqu'un avait accédé au système interne de la prison, avait intentionnellement désactivé le flux pendant 30 minutes et supprimé les journaux d'accès associés. Ce type d'écrasement n'est pas accidentel, explique-t-il. Cela nécessite des informations d'identification de haut niveau et une autorisation intentionnelle. Lorsqu'on lui a demandé si quelque chose comme cela s'était déjà produit auparavant, sa réponse a été froide: jamais, jusqu'à ce que Rick Harrison se présente. Le technicien a été licencié une semaine seulement après avoir déposé un rapport officiel pour violation du secret professionnel. Mais il n'est pas le seul. Un agent pénitentiaire en poste sur le site de la DB la nuit de l'incident a été transféré dans un établissement à faible sécurité situé à des centaines de kilomètres de là. Plus tard, lorsqu'il a été approché par des journalistes, le responsable a refusé de parler, invoquant un accord de non-divulgation qu'il avait été contraint de signer, une stipulation inhabituelle pour un employé subalterne. Pourquoi tout est secret? Pourquoi ce remaniement soudain et coordonné du personnel dans un établissement connu pour sa lenteur administrative? Plus les enquêteurs creusaient en profondeur, plus les anomalies apparaissaient. L'un des problèmes les plus évidents est la rotation des gardes. La nuit de la mort de Rick, une équipe de dernière minute a remplacé les gardes de zone réguliers de la DB par 2 officiers d'une autre aile. Ces agents n'exercent pas de fonction régulière dans ce domaine. L'un d'eux, l'agent Kent Rollins, avait un lourd dossier disciplinaire suspendu 3 fois au cours des 4 dernières années pour négligence et force excessive, mais a été réintégré à chaque fois sans explication. Ensuite, il y a les journaux. Les journaux de sécurité de cette nuit-là, obtenus grâce à une demande d'archives publiques, montraient des signes de falsification numérique. Les dates ont été expurgées. Des pages entières sont manquantes ou écrasées. Des analystes indépendants ont examiné les documents et ont conclu qu'ils avaient été modifiés rétroactivement. Les traces écrites n'ont aucun sens, a déclaré un expert juridique. On dirait que quelqu'un est arrivé après coup et a tout nettoyé. Mais la révélation la plus accablante vient peut-être de la séquence d'autopsie. Lorsque le corps de Rick a été remis au médecin légiste du comté, la déclaration qui l'accompagnait ne mentionnait aucun bien personnel. Et pourtant, plusieurs sources affirment que Rick gardait au moins 2 éléments importants dans sa cellule, un carnet quotidien qu'il tient depuis sa condamnation et un ensemble de documents juridiques liés à son appel. Les 2 objets avaient disparu. Un profileur à la retraite du FBI émet l'hypothèse que Rick a enregistré des informations sensibles aux noms, conversations, transactions financières qui pourraient potentiellement lier des individus puissants au réseau de traite d'êtres humains pour lequel il a été condamné. Si cela est vrai, ce carnet ferait de lui une menace et une cible. Selon le profileur, cela n'est peut-être pas une justice pour les prisonniers. Il s'agit peut-être d'une opération silencieuse. Une purge. Mais cela soulève une question plus vaste: qui a le pouvoir de faire en sorte que cela se réalise? Les prisonniers ne manipulent pas les systèmes de sécurité électronique. Ils ne contrôlent ni le personnel ni la supervision. Si Rick a été assassiné par des codétenus, il devait y avoir quelqu'un à l'intérieur pour l'aider, quelqu'un avec le pouvoir de faire disparaître les choses. Quelques semaines plus tard, le directeur de la prison, Marcus Delroy, comparaît devant le comité de surveillance de l'État. Son témoignage était dur et défensif. Interrogé directement sur l'incident de la caméra, il a affirmé que cela s'était produit lors d'une maintenance de routine où il a qualifié cela de « timing malheureux ».
Interrogé sur le déverrouillage de la porte de la cellule, il a répondu « Nous étudions la possibilité d'une défaillance mécanique du mécanisme de verrouillage ». Il a ajouté que de tels problèmes sont rares mais pas inconnus. Mais l'ancien employé n'était pas d'accord. Un superviseur de l'entretien à la retraite qui travaillait à Clark State a qualifié le témoignage du surintendant de fiction. Ces serrures sont électroniques, a-t-il expliqué. S'ils étaient tombés en panne, le système l'aurait signalé immédiatement sur le tableau de bord. Cette nuit-là, il n'y a eu aucun avertissement. Il n'y en a eu aucun. Les serrures n'étaient pas cassées, elles ont été ouvertes. C'est une toute autre histoire. L'indignation du public s'est accrue. Des organisations de défense des droits civiques ont lancé une pétition exigeant une enquête fédérale indépendante. Les groupes de défense des victimes ont appelé le ministère de la Justice à intervenir. En ligne, les hashtags comme #JusticeForRick et #PrisonCoverUp sont devenus populaires. Le département des services correctionnels a publié une deuxième déclaration, encore plus creuse que la première. Aucune preuve d'inconduite d'un employé n'a été trouvée. Nous coopérons pleinement à toutes les enquêtes. Pour le moment, nous n'avons aucun autre commentaire. Derrière ce voile de coopération, l'organisation est en crise. Le personnel se déplace avec prudence. Les prisonniers sont restés silencieux, craignant des représailles. Ceux qui ont tenté de s'exprimer ont été mis à l'écart, réduits au silence par des menaces juridiques, licenciés ou transférés stratégiquement. Même la famille de Rick a rencontré de la résistance. Lorsque Corey Harrison a demandé accès aux effets personnels de son père, on lui a répondu que rien dans la cellule ne constituait une propriété. Cette réponse n'a aucun sens. Rick écrivait presque tous les jours. Il avait des photos, des papiers légaux, maintenant tout a disparu. Corey fait une déclaration brève et déchirante, « Mon père n'était pas un homme bon. Mais il méritait d'être protégé. Il est mort sous votre garde. Cela fait de sa mort votre responsabilité. » Cependant, aucune accusation n'a encore été déposée. Aucun employé n'a été suspendu. Aucun prisonnier n'a été condamné. L'enquête, si l'on peut l'appeler ainsi, est tranquillement au point mort. L'intérêt du public a diminué à mesure que de nouveaux scandales faisaient la une des journaux. La mort de Rick, comme celle de beaucoup d'autres avant lui, est tombée dans l'obscurité du silence institutionnel. Mais pour ceux qui ont suivi l'affaire, experts juridiques, familles des victimes, journalistes encore en apprentissage, les implications restent inquiétantes. Rick Harrison a-t-il été assassiné à cause de ses crimes ou à cause de ce qu'il savait? Était-ce une vengeance spontanée ou une exécution coordonnée menée avec une aide interne? La vérité peut être à jamais enfouie sous des pages expurgées, un manque de surveillance et des journaux expurgés. Et c'est peut-être exactement là que quelqu'un envisage de séjourner. L'annonce du décès de Rick Harrison a choqué sa famille et ses proches. Selon des sources proches des Harrison, Corey était assis à la table du petit déjeuner lorsque son téléphone a sonné d'un numéro inconnu. Attendant un nouvel appel d'un journaliste, il l'ignora. Le téléphone sonna à nouveau. Et encore. À la 4e sonnerie, il décrocha enfin le téléphone. La voix à l'autre bout du fil était stérile, scénarisée, comme si elle lisait sur une feuille de papier. « Nous avons le regret de vous informer que le détenu Richard Harrison a été déclaré mort à 22h48 hier soir au centre correctionnel de Clark State.